Bienvenue dans cet épisode spécial. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de lois et de réglementations, mais nous allons plonger au cœur de la formation sous-marine professionnelle, touchant à l'essence même d'un métier à la fois ancien et très moderne. Le 2 mars a marqué le début d'un parcours qui va transformer 19 personnes, les amenant à changer complètement leur perspective professionnelle et de vie. C'est un voyage profond, dans tous les sens du terme. Exactement, Chloé. Un voyage qui a commencé avec le nouveau cours OTS Inshore du CEDIFOP, un acronyme qui signifie Centre de formation aux opérations de plongée commerciale et hyperbar. Et ce qui frappe immédiatement et qui en dit long sur l'attractivité de cette formation, c'est l'hétérogénéité de la provenance de ses élèves. Seuls 3 d'entre eux sont siciliens. Seulement 3. C'est une donnée assez surprenante qui souligne une portée bien au-delà du niveau régional. D'où viennent les 16 autres alors, Alex? J'imagine de toute l'Italie, mais peut-être même au-delà de nos frontières nationales, étant donné l'importance croissante de ces certifications. Tu as tout à fait raison, Chloé. Les autres viennent vraiment de tous les coins de l'Italie, de Gallarate à Tarente, de Milan à Viterbe, en passant par de nombreuses autres villes et régions. Mais la plus grande surprise est que nous avons même des étudiants venant de Chine et d'Algérie. Cela en dit long sur l'attrait mondial du cours et sur la réputation que le CEDIFOP a réussi à bâtir. C'est un signal très fort alors, que Palerme et le CEDIFOP en particulier sont en train de devenir un point de référence non seulement national, mais international, pour la formation normée dans ce secteur de haute spécialisation. Ces jeunes vont affronter 660 heures d'entraînement intensif. C'est un engagement remarquable. C'est un investissement significatif, en temps et en énergie, sans aucun doute. Mais il est crucial de souligner qu'il ne s'agit pas d'un cours générique, basé sur des programmes peut-être obsolètes ou non standardisés. Ici, tout tourne autour de 2 piliers fondamentaux qui garantissent la validité et la reconnaissance de la qualification. Et ces piliers sont le nouveau décret de l'assessorat sicilien et les standards internationaux de l'IDSA, l'International Diving Schools Association Correct. J'imagine que cette double conformité est ce qui rend le cours si attractif et les titres obtenus si exploitables au niveau mondial. Absolument. Et ici, nous devons être très précis, car dans le monde sous-marin, la clarté des qualifications est synonyme de sécurité, tant pour les opérateurs que pour les entreprises qui les emploient. Le niveau inshore qu'ils sont en train d'obtenir, qui est le point de départ de la carrière professionnelle, est la combinaison méticuleuse de 2 modules spécifiques et bien définis par les standards IDSA. Peux-tu mieux nous expliquer la composition de ce niveau inshore ? Quels sont les 2 modules IDSA qui le composent et que permettent-ils de faire exactement en termes de technique et de profondeur? Il est important de comprendre la base opérationnelle de ces futurs professionnels. Bien sûr, il s'agit de l'IDS Level 1 qui concerne les plongées avec appareil respiratoire autonome à circuit ouvert, en jargon technique SCUBA, soit Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. C'est la première étape fondamentale. Ensuite, nous avons l'IDS Level 2 qui se concentre sur l'alimentation depuis la surface, le soi-disant Surface Supplied. Ces 2 modules mis ensemble forment le professionnel qui est habilité à opérer dans une plage de profondeur allant de 0 à 30 mètres. Donc, l'inshore est la base opérationnelle couvrant les plongées à moins de 30 mètres, tant avec le scuba qu'avec l'alimentation depuis la surface. C'est un point de départ robuste, mais l'ascension professionnelle ne s'arrête certainement pas là. Au-delà de 30 mètres, on entre dans un monde complètement différent, celui de l'offshore, avec des défis et des technologies croissantes. Tout à fait. Le domaine inshore s'occupe principalement des travaux portuaires, des interventions sur les ouvrages civils côtiers, des inspections de barges et de petites embarcations, et parfois du soutien à des projets d'aquaculture. Mais quand on parle d'offshore, des scénarios bien plus complexes et profonds s'ouvrent, principalement liés à l'industrie énergétique, au pétrole et au gaz, et à l'éolien marin. Et quels sont les niveaux de spécialisation au sein de ce monde offshore ? J'imagine que la progression est dictée par des profondeurs plus importantes et par l'utilisation d'équipements de plus en plus sophistiqués et complexes, nécessitant une formation encore plus spécifique et rigoureuse. Exactement. Le premier d'entre eux est l'offshore à l'air, souvent appelé aussi top-up, qui permet d'opérer jusqu'à 50 mètres de profondeur. Ce niveau correspond à l'IDSA Level 3, et ici on commence à utiliser des systèmes de plongée plus complexes qu'en inshore, comme les paniers sous-marins et les cloches ouvertes, qui offrent une plus grande protection et logistique pour l'opérateur. Paniers et cloches ouvertes, ce sont des systèmes qui, j'imagine, offrent un environnement plus contrôlé pour la plongée, une sorte de plateforme mobile pour le plongeur qui opère à ces profondeurs. Et après le level 3, il y a le sommet, le level 4. Oui,
il y a le sommet absolu de la profession, l'offshore grand fond, le level 4 IDSA. Ici, nous entrons dans le royaume des plongées extrêmes. Il ne s'agit plus seulement de profondeur, mais de temps de fond prolongé et de la nécessité de mélanges gazeux respiratoires autres que l'air pour gérer les effets de la pression. Les grands fonds, j'imagine que c'est le défi le plus extrême pour quelques élus. Nous parlons de plongées bien au-delà de 50 mètres avec des mélanges de gaz spéciaux, comme l'héliox, un mélange d'hélium et d'oxygène pour contrer la narcose à l'azote et réduire la densité du gaz, et évidemment l'utilisation de systèmes à cloche fermée en saturation. Un environnement où chaque seconde de temps de fond est incroyablement précieuse. Précisément, Chloé. La cloche fermée est un véritable habitat sous-marin qui permet aux plongeurs de vivre et de travailler sous pression pendant des jours ou des semaines. Cette approche, appelée plongée à saturation, élimine la nécessité de décompression multiples entre les plongées, optimisant drastiquement les temps de travail et réduisant les risques associés aux remontées et descentes répétées. C'est la frontière de l'ingénierie sous-marine humaine. Un système incroyablement sophistiqué qui nécessite non seulement des compétences techniques exceptionnelles, mais aussi une résistance physique et mentale hors du commun. Pour en revenir à nos élèves de l'INSHORE et à propos du temps de fond, il y a une exigence très spécifique et non négociable en Italie pour la qualification professionnelle, n'est-ce pas? Un aspect qui est souvent sous-estimé par ceux qui regardent le secteur de l'extérieur. Oui, absolument fondamental. Le DPRS 31 de 2018, le décret du président de la région sicilienne, à la page 7, est catégorique sur cet aspect et établit une condition incontournable. Pour obtenir la qualification professionnelle et pouvoir être inscrit au répertoire télématique des opérateurs sous-marins, chaque élève doit accumuler et enregistrer scrupuleusement dans son logbook les temps de fond minimum établis par la réglementation IDSA. Donc il ne suffit pas de réussir les examens théoriques et pratiques en piscine ou en eau protégée. Il doit y avoir des minutes réelles, documentées et vérifiables, passées sous l'eau dans des scénarios opérationnels qui reproduisent les conditions de travail effectives. Sans ces minutes, même avec un certificat de fin de cours, on n'est pas pleinement qualifié? C'est exactement cela. Sans ces minutes réelles, démontrables et certifiées, l'inscription au répertoire télématique n'est pas possible. Et sans l'inscription, le titre n'a aucune validité légale pour exercer professionnellement. Cette exigence est la garantie que l'opérateur possède non seulement les connaissances théoriques, mais aussi la pratique nécessaire et a réellement développé la sensibilité et la capacité de réaction, nécessaire quand on se trouve sous pression dans tous les sens du terme. Je comprends l'importance de cette clause. J'imagine pourtant que, pour un néophyte, accumuler ces heures peut représenter un défi. Beaucoup de cours dans d'autres contextes misent peut-être plus sur l'obtention du bout de papier plutôt que sur l'expérience pratique réelle. Ici, on va à contre-courant. C'est une distinction cruciale, Chloé, et un point sur lequel le CEDIFOP et la réglementation sicilienne sont très sévères. Il ne s'agit pas d'un simple certificat d'assiduité, il s'agit d'une certification de compétence, et la compétence dans ce métier se mesure en grande partie au temps passé dans l'eau, à affronter des situations réelles, à gérer des équipements et à résoudre des problèmes. C'est une philosophie qui donne la priorité à la sécurité et à l'efficacité opérationnelle. Cela me semble être une garantie pour l'employeur, certes, mais aussi pour la sécurité même du plongeur et de ses coéquipiers. Cependant, ne penses-tu pas que cette rigidité sur les temps de fond puisse, d'une certaine manière, créer une barrière à l'entrée excessive pour certains, rendant le parcours plus long et plus coûteux par rapport à une formation peut-être plus expéditive proposée ailleurs? Eh bien, Chloé, je comprends ton point de vue et l'inquiétude concernant la barrière à l'entrée. Cependant, dans le secteur de la plongée professionnelle, nous ne pouvons pas nous permettre de compromis sur la sécurité et l'expérience. Le coût d'une erreur sous l'eau est bien trop élevé. Ces exigences ne sont pas là pour entraver, mais pour sélectionner et former des professionnels capables d'opérer avec un maximum de sécurité et de fiabilité. Il ne s'agit pas d'une barrière, mais d'un standard d'excellence. Et je comprends l'argument sur la sécurité. Pourtant, c'est un métier qui demande un gros investissement initial, tant en temps qu'en argent. Ne se pourrait-il pas que, tout en garantissant l'excellence, on finisse par limiter l'accès à des talents peut-être moins fortunés en favorisant ceux qui ont déjà des ressources? C'est une question d'accès équitable à la profession, en plus de la sécurité. C'est une discussion légitime, Chloé, et très complexe. Cependant, il est important de souligner que la profession d'OTS, d'opérateur technique subaquatique, est parmi les plus rémunératrices du secteur maritime, précisément en raison des risques et des compétences requises. L'investissement initial est souvent rentabilisé dans un temps relativement court, à condition d'avoir la motivation nécessaire. Et la réglementation garantit que seuls les mieux préparés entrent sur un marché où la confiance est primordiale.
Un point de vue intéressant, qui cadre l'investissement comme un filtre nécessaire pour une profession d'élite. Mais il y a un moment vraiment unique et fascinant dans ce cours, qui unit une tradition séculaire à une sensibilité presque artisanale, un pont entre le passé glorieux et innovation. Je fais référence à la toute première plongée en alimentation depuis la surface. Oui, c'est un moment presque magique, Chloé, et cela représente une expérience pédagogique irremplaçable. Pour leur première expérience pratique de plongée depuis la surface avec alimentation par le tableau, les élèves n'utilisent pas tout de suite un casque moderne en résine ou en matériaux composites. C'est là qu'entre en jeu le Palambarus, un nom qui évoque l'histoire et des racines profondes. Le Palambarus, un nom évocateur qui rappelle immédiatement l'ancienne figure du scaphandrier à casque. J'imagine que ce n'est pas un simple casque, mais une pièce avec une histoire, peut-être une réplique fidèle ou un objet d'époque restauré avec soin. Qu'est-ce qui le rend si spécial dans ce contexte de formation ? L'histoire derrière le Palambarus est encore plus fascinante qu'on ne pourrait le penser. Ce n'est pas un casque d'époque restauré, mais une création moderne qui honore la tradition. Mauricio Masucci, le constructeur du casque, nous a raconté avec beaucoup de passion sa vision. Je cite textuellement ses paroles, qui, je pense, rendent parfaitement l'idée. Je suis curieuse d'entendre les paroles de son créateur. C'est souvent de la passion personnelle que naissent les outils les plus significatifs. Qu'a dit exactement Mauricio Masucci à propos du Palambarus et de sa genèse ? Mauricio Masucci a affirmé, quote, « Je voulais un vrai casque. Cuivre, laiton et bronze. Le poids, l'odeur du métal étamé, le défi de faire correspondre les pièces dans le garage, de les souder avec un soin maniaque, et puis voir ces hublots full size prêts pour la mer, comme des yeux qui s'ouvrent sur un nouveau monde. Pour moi, c'est l'évolution de l'espèce, le Palambarus. » Fin de citation. Un véritable chef-d'œuvre artisanal, mais avec une âme contemporaine. Une déclaration qui renferme toute la passion et la maîtrise artisanale. Donc Maurizio a créé un casque qui, tout en rappelant l'esthétique imposante et robuste du début du XXe siècle, possède une âme technologique avancée, le rendant complètement fonctionnel et sûr pour l'enseignement d'aujourd'hui, avec des verres tempés, des joints toriques pour une étanchéité parfaite et un volant pour le réglage de l'air, si je ne me trompe pas. Exactement. L'aspect est celui d'un casque classique du début des années 1900, mais sa construction est tout sauf vétuste. Il a été construit en 2008, étonnamment. Ce n'est pas une pièce d'époque restaurée, mais un objet conçu pour la fonctionnalité moderne et la sécurité. Cela rend encore plus significatif, car cela démontre comment le respect de la tradition peut coexister avec les exigences contemporaines d'un centre de formation à l'avant-garde. De 2008 jusqu'à aujourd'hui, le CEDIFOP l'utilise pour une raison pédagogique bien précise, pour enseigner aux élèves la sensibilité respiratoire. Peut-il approfondir pourquoi un casque traditionnel est si efficace dans ce but, peut-être plus qu'un casque moderne en résine à une époque de haute technologie ? Bien sûr. Le casque traditionnel en métal, avec son volume interne et la configuration du système respiratoire, offre une résistance au flux d'air légèrement différente de celle des casques modernes. Cela oblige l'élève à développer une plus grande conscience de son propre acte respiratoire, à sentir l'air qui entre et qui sort, à gérer sa respiration dans un environnement plus contrôlé, mais aussi plus physique. C'est une leçon de proprioception sous-marine. C'est donc un exercice fondamental pour construire les bases de ce qui sera une gestion plus complexe des gaz et des profondeurs. Ce n'est pas seulement un objet historique, mais un outil pédagogique irremplaçable qui offre une expérience directe avec les racines de la profession, instillant l'humilité et le respect pour les pionniers. C'est tout à fait cela. Il offre une compréhension tactile et presque émotionnelle de ce que signifiait plonger autrefois et de la manière dont la technologie a progressé pour rendre la profession plus sûre et plus efficace. Il enseigne que derrière chaque innovation se cache une histoire d'évolution et de solutions d'ingénierie à des problèmes concrets, unissant l'histoire à la pratique actuelle. Il est fascinant de penser que ces jeunes passent du port d'un casque de cuivre et de bronze, presque une relique, pour apprendre la gestion de la respiration à la certification pour la soudure sous-marine ISO 15618-1, qui est à la pointe de la technologie et des compétences industrielles. Cela crée un pont parfait entre la tradition historique du scaphandrier et les besoins technologiques les plus avancés du futur. C'est précisément la démonstration de la manière dont la profession a évolué de façon surprenante, tout en gardant toujours un lien fort avec ses origines et les compétences fondamentales. La capacité de gérer son propre corps et sa propre respiration sous l'eau, enseignée avec le Palambarus, est la même base qui permet de réaliser une soudure complexe à des profondeurs considérables.
Et la certification ISO 15618-1 pour la soudure sous-marine est une compétence extrêmement demandée et rémunératrice, n'est-ce pas? J'imagine que cette compétence ouvre des portes à des projets d'infrastructures marines de grande envergure, de la construction de plateformes à l'installation de conduites sous-marines, nécessitant précision et endurance dans des environnements hostiles. Absolument. La soudure sous-marine est une niche hautement spécialisée au sein du monde des OTS et la certification ISO 15618-1 est un standard international qui atteste d'une compétence de très haut niveau. C'est une qualification qui ouvre les portes à des travaux sur des infrastructures énergétiques offshore, la maintenance de navires et de ports et même des interventions de récupération. C'est là que l'habileté manuelle rencontre la science des matériaux dans un environnement extrême. Ainsi, le parcours de formation au CEDIFOP ne porte pas seulement sur la plongée, mais intègre des compétences multidisciplinaires qui font de l'opérateur technique subaquatique un véritable ingénieur des fonds marins. Mais ce n'est pas seulement l'aspect technique qui évolue, c'est aussi la mentalité du professionnel qui doit faire face à des défis mondiaux. C'est une formation à 360 degrés qui prépare l'individu non seulement à plonger et à travailler, mais aussi à comprendre l'environnement dans lequel il opère et à gérer des situations complexes. À la fin de ces 660 heures de formation intensive, entre théorie, pratique en eau protégée et plongée réelle, ces professionnels auront en main un véritable passeport pour le monde. Un passeport, oui, un document qui atteste de leurs compétences et qui, grâce à un mécanisme européen spécifique, rendra leur titre reconnu dans toute l'Union européenne. Nous parlons du supplément au certificat Europass, correct? C'est une garantie de mobilité professionnelle sans précédent. Précisément, le supplément au certificat Europass est une composante cruciale qui traduit le titre obtenu dans un format standardisé et compréhensible dans tous les pays de l'UE. Ils ne seront plus, comme on le dit avec une expression un peu datée, prisonniers du port ou de la réglementation locale, mais de véritables professionnels mondiaux avec la liberté de chercher des opportunités d'emploi partout en Europe. Et c'est un avantage énorme dans un secteur où les projets sont souvent internationaux et nécessitent des équipes aux compétences certifiées au niveau transnational. Mais, Alex, je veux insister un peu sur ce point. L'Europass est-il vraiment accepté si universellement et sans friction? N'y a-t-il pas encore des bureaucraties ou des résistances locales qui peuvent rendre cette mobilité moins aisée, malgré la directive européenne? C'est une excellente question, Chloé, et elle va au cœur de la question de la mobilité professionnelle. Bien que le supplément au certificat Europass soit un outil extraordinairement efficace et un pas de géant vers la standardisation, il est vrai que la pleine acceptation peut varier légèrement. En théorie, il élimine les barrières. En pratique, de petites nuances d'interprétation ou des exigences locales supplémentaires peuvent apparaître, mais ce sont des exceptions plutôt que la règle. Ce n'est donc pas une carte blanche absolue, mais tout de même un facilitateur très puissant. Disons que la directive existe, la reconnaissance formelle aussi, mais la réalité sur le terrain peut présenter de petites aspérités. Cela n'enlève rien au fait qu'avoir un titre compréhensible et certifié au niveau européen est un avantage inestimable par rapport à un titre purement national. Exactement, c'est un facilitateur énorme. Cela donne aux professionnels un levier de négociation et une crédibilité immédiate qu'un simple certificat national, peut-être inconnu à l'étranger, ne pourrait jamais offrir. La plupart des grandes entreprises internationales opèrent dans un contexte européen et apprécient énormément la clarté et la standardisation que l'Europass garantit. Il permet de surmonter l'obstacle linguistique et réglementaire initial. Ainsi, l'Europass n'élimine pas tous les pépins possibles, mais crée un cadre solide que les entreprises reconnaissent et valorisent. Cela projette ces OTS vers un futur où les opportunités de carrière ne sont plus confinées, mais s'étendent à travers les mers et les continents. Absolument, oui. Du fin fond de la Chine jusqu'à Galarat, les grands travaux sous-marins, la maintenance d'infrastructures énergétiques ou la recherche et récupération parlent aujourd'hui une seule langue, celle de la compétence certifiée et reconnue au niveau international. Et le CEDIFOP, avec son approche rigoureuse, contribue à former ces ambassadeurs de la compétence italienne dans le monde. C'est une belle image, celle des ambassadeurs de la compétence italienne. Je voudrais approfondir un instant un aspect que nous n'avons fait qu'effleurer, lié à la sécurité et à la réglementation. Nous avons parlé du DPRS 31 de 2018. Quel est son rôle exact et pourquoi est-il si important que ce soit un décret régional et non étatique ? Le DPRS 31 de 2018 est le décret du président de la région sicilienne. Son importance est double. Tout d'abord,
C'est la norme qui, en Sicile, régit de manière spécifique la formation et l'exercice de la profession d'opérateur technique subaquatique, en intégrant et rendant opérationnels les standards internationaux IDSA dans le contexte réglementaire régional. Cela garantit un cadre légal clair pour la formation et l'activité. Et le fait que ce soit un décret régional plutôt qu'un décret étatique a-t-il des implications particulières ? Cela ne crée-t-il pas une fragmentation réglementaire, sachant que nous parlons d'une profession qui, comme nous l'avons vu, est de plus en plus mondiale et mobile ? J'ai des doutes sur la cohérence du système. C'est une critique valable, Chloé. Avoir des réglementations régionales peut, en théorie, mener à une fragmentation. Cependant, dans le cas de la Sicile, la région a une compétence spécifique et presque exclusive en matière de formation professionnelle, en vertu de son statut spécial. Ainsi, plutôt que de créer du désordre, ce DPRS a comblé un vide juridique qui aurait autrement laissé le secteur sans réglementation claire sur le territoire sicilien. Ainsi, dans ce cas précis, le décret régional est une solution pragmatique à un vide réglementaire plutôt qu'un facteur de fragmentation. Il donne une référence certaine à des écoles comme le CEDIFOP et au futur OTS. Mais cela signifie-t-il aussi qu'en dehors de la Sicile, il pourrait y avoir de légères différences dans les interprétations ou les exigences ? Ou l'Europass lisse-t-il ces différences au niveau continental ? L'Europass lisse les différences au niveau continental pour ce qui est de la reconnaissance du titre et des compétences associées. Mais la réglementation régionale régit la dispense de la formation et les exigences internes pour l'obtention de ce titre dans cette région spécifique. Ainsi, alors qu'un OTS formé en Sicile aura un titre reconnu dans l'UE grâce à l'Europass, les exigences de formation pourraient avoir été légèrement différentes de celles d'un cours donné, disons, dans une autre région italienne, si elle avait eu sa propre réglementation spécifique. C'est une distinction subtile mais importante. La formation suit les règles régionales, mais le certificat final a une validité étendue. Cela nous amène à réfléchir sur l'avenir de cette profession. Quels sont les prochains défis pour un OTS une fois la qualification inshore obtenue ? Les défis sont multiples et stimulants. Une fois la qualification inshore obtenue, la première étape est de commencer à travailler en accumulant de l'expérience pratique dans la plage de profondeur autorisée. Beaucoup trouvent un emploi dans les travaux portuaires, la maintenance de conduites sous-marines, les inspections navales. Cette expérience est cruciale pour consolider les compétences apprises. Et après avoir consolidé l'expérience inshore, j'imagine que la progression naturelle se fait vers les niveaux offshore que nous avons décrits, pour accéder à des travaux plus complexes et mieux rémunérés qui nécessitent une spécialisation supplémentaire. Précisément, l'offshore à l'air, l'IDASA Level 3, est l'étape suivante pour beaucoup, permettant d'opérer jusqu'à 50 mètres. Ensuite, pour les plus ambitieux, il y a le Level 4, le grand fond, qui ouvre les portes au monde des plongées à saturation et des mélanges gazeux, qui sont le sommet de la carrière et nécessitent des années d'expérience et une préparation psychophysique exceptionnelle. Cela demande un engagement constant dans la formation et la mise à jour. Ce n'est pas une profession où l'on peut se contenter du premier titre. L'apprentissage est un processus continu, surtout avec l'évolution des technologies et des réglementations de sécurité. Absolument. Le monde sous-marin professionnel est en constante évolution. Nouvelles technologies pour l'exploration, pour les travaux de construction, pour l'inspection robotique, tout cela exige que le professionnel soit toujours à jour, non seulement sur ses propres techniques de plongée, mais aussi sur les équipements et les protocoles de sécurité. C'est un secteur qui ne pardonne pas l'immobilisme. C'est un aspect crucial. La formation au CEDIFOP ne fournit donc pas seulement un point de départ, mais pose les bases d'une mentalité d'apprentissage continu et d'adaptation. Un peu comme le Palombarus, qui, bien qu'étant une évocation, enseigne une sensibilité encore actuelle. C'est une analogie parfaite. Le Palombarus enseigne la conscience de base, les racines de la respiration sous l'eau. Les soudures ISO 15198-1 enseignent la précision et l'application de technologies avancées. L'Europass enseigne la mobilité et l'ouverture d'esprit. Tout est interconnecté pour former un professionnel complet et résilient. Ainsi, le message clé est que la profession de TS est un parcours de vie, pas seulement une qualification isolée. Elle requiert curiosité, dévouement et une solide éthique de travail. Mais en parlant d'éthique, quels sont les risques éthiques ou professionnels majeurs qu'un ETS pourrait rencontrer et comment la formation au CEDIFOP cherche-t-elle à les atténuer ? Excellente question, Chloé. Les risques éthiques et professionnels sont intrinsèques à toute profession à haut risque. Tout d'abord, il y a la tentation de brûler les étapes sur les protocoles de sécurité pour gagner du temps ou de l'argent, une pratique extrêmement dangereuse et malhonnête. La formation au CEDIFOP inculque une culture de la sécurité intransigeante, où chaque procédure est sacrée.
Ainsi, la discipline et le respect des procédures sont la première ligne de défense contre les dérives éthiques. Mais il y a aussi des pressions externes, peut-être de la part d'employeurs qui cherchent à repousser les limites ou qui proposent des travaux pour lesquels l'ETS n'est pas pleinement qualifié ou équipé. Comment apprend-on à dire non dans un secteur aussi compétitif ? C'est un point fondamental. La formation comprend également des modules sur la législation du travail sous-marin et sur la responsabilité professionnelle. Les élèves apprennent à reconnaître leurs limites, les limites de leur qualification et des équipements. Ils apprennent que dire non à un travail dangereux ou hors de leurs compétences n'est pas un signe de faiblesse, mais de professionnalisme et d'intégrité. La vie d'un collègue ou la sienne peut dépendre de cette décision. C'est crucial. Savoir refuser une mission dangereuse ou non conforme, même si elle est économiquement alléchante, est la marque d'un vrai professionnel. C'est une forme de leadership silencieux qui se développe avec la conscience et la formation. Exactement. Et puis, il y a le risque d'opérer dans des situations où l'environnement marin lui-même est compromis, peut-être par des déchets toxiques ou de la pollution. La formation inclut également une sensibilité environnementale, en enseignant aux opérateurs à minimiser leur impact et à signaler les situations problématiques. Ils ne sont pas seulement des travailleurs, mais des gardiens de la mer. Gardiens de la mer, j'aime cette définition. Elle reconnaît leur double responsabilité envers leur travail et envers l'environnement dans lequel ils opèrent. Cela ajoute une dimension éthique non négligeable à un métier déjà très exigeant en soi. Oui, c'est un aspect qui prend de plus en plus d'importance. Les OTS modernes ne sont pas seulement des bras opérationnels, mais des yeux et des mains qui interagissent directement avec l'écosystème marin. Leur conscience environnementale est une ressource précieuse pour surveiller et, si possible, protéger les milieux sous-marins dans lesquels ils travaillent. C'est une vision complète et intégrée de la profession, qui va bien au-delà de la simple capacité à plonger et à accomplir une opération. C'est une formation qui façonne des individus responsables, conscients et globalement préparés. Il est clair que le CEDIFOP est en train de fixer un standard d'excellence. Je le pense vraiment, Chloé. Toute la philosophie du CEDIFOP, de la rigueur dans la sélection des élèves à l'intensité du programme, du choix d'outils pédagogiques uniques comme le Palombarus, à l'adhésion aux standards internationaux les plus élevés, est orientée vers la production de professionnels qui soient non seulement capables, mais aussi extrêmement fiables et respectés dans chaque partie du monde. Et la participation d'étudiants de pays lointains comme la Chine et l'Algérie, ainsi que de tous les coins de l'Italie, témoigne de manière éloquente du succès de cette philosophie et de la validité du parcours proposé. C'est un centre d'attraction pour ceux qui cherchent le meilleur dans ce domaine. Absolument. Ces 19 pionniers qui ont commencé le cours en mars ne sont pas seulement en train d'apprendre un métier, ils posent les bases d'une carrière internationale, basée sur des compétences reconnues et sur une compréhension profonde de leur rôle, tant technique qu'éthique. Ils deviennent membres d'une communauté mondiale de professionnels hautement qualifiés. Ils deviennent, de fait, les piliers des prochaines générations d'opérateurs techniques subaquatiques. Avec leur formation au CEDIFOP, ils représentent l'avenir d'un secteur vital et en pleine expansion. Et c'est un message d'espoir et d'opportunité pour beaucoup de jeunes et aussi de moins jeunes qui cherchent un parcours professionnel concret, stimulant et avec un impact réel tant sur les infrastructures que sur l'environnement. Un futur qui se construit justement depuis le fond de la mer. La leçon d'aujourd'hui se termine ici. Et un grand bonne chance aux 19 pionniers du CEDIFOP qui entreprennent ce voyage professionnel extraordinaire. Leur aventure vient de commencer, mais les bases du succès sont aussi solides que le cuivre du Palombarus. Si cette conversation sur la formation d'excellence dans le monde sous-marin vous a inspiré, nous vous invitons à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier.